Ok, merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Frédéric Auguste, je suis un ancien élève de Jacques. Et depuis quelques années déjà, nous réfléchissons à l'objectivation du shiatsu, je dirais. Autant les praticiens et les receveurs sont conscients du fait que le shiatsu fonctionne, autant nous manquons de preuves ou d'explications quant à son fonctionnement. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous a semblé important d'avancer sur ces deux points d'explication, de fonctionnement, et pour convaincre le public d'une part, mais aussi peut-être encore plus pour convaincre les autorités de tutelle. On peut parler des ministères, on peut penser au titre de praticien shiatsu. Concrètement, la question s'est posée de comment faire. Alors, je veux bien accepter la critique du parti pris, mais on est dans un monde cartésien et une approche scientifique, en tout cas en France, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Et la science pour prouver et la science pour comprendre sont deux parties importantes pour avancer dans cette objectivation du shiatsu. Pour enfoncer un petit peu le clou, j'ai fait un petit tour rapide des publications scientifiques ou médicales sur le shiatsu, sur un moteur de recherche bibliographique comme PubMed, il y en a d'autres, hein. Mais le tour est relativement édifiant. D'abord, les études autour du shiatsu sont relativement récentes, en tout cas ce qui ressort en première recherche. C'est une vingtaine d'années, c'est 120, 130 publications. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il y en a 128, je crois. Deuxièmement, une comparaison avec l'acupuncture nous montre tout simplement que, en termes d'âge des publications, bon, ils ont commencé un petit peu avant nous, c'est 25 ans au lieu de 20, mais il y a 15 fois plus de publications. Pour aller plus loin, la grande majorité des études sur le shiatsu sont des études descriptives, pas nécessairement objectivées par des outils de traitement statistique, ni encore moins par une vraie approche scientifique au sens de compréhension, qu'elle soit biologique, physiologique ou autre. Donc concrètement, ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a beaucoup à faire, même si chacun d'entre nous connaît quelques études qui ont particulièrement marqué la compréhension du shiatsu, notamment présentée dans ce congrès. Je me souviens, il y a 5 ans, la présentation de David Charrier sur l'équilibre sympathique-parasympathique qui était juste extraordinaire. Et il est temps maintenant de regrouper ces études-là et d'aller plus loin. Pouvez-vous couper vos micros, s'il vous plaît? Voilà. Donc, pour revenir à convaincre, il y a au moins deux approches. Il y a celle qui prouve que ça marche et il y a celle qui explique comment ça marche. On va le voir dans le déroulé de cet après-midi. Bon, ça fait qu'on va commencer par le comment ça peut marcher, parce que c'est le début d'une grande aventure. Et ensuite, nous enchaînerons avec une conférence sur le prouver que ça marche. Voilà, donc mon travail aujourd'hui, c'est de vous présenter notre conférencier du moment, qui est le professeur Crest, qui va nous faire une conférence, qui va nous nourrir avec sa conférence et en même temps, ou par la suite, il va nous aider à réfléchir, à monter un programme autour de la compréhension du shiatsu en s'appuyant sur sa spécialité qui sont les neurosciences. Alors, je vais tenter de résumer son parcours. Professeur, vous compléterez, il y a tellement de choses que j'ai peur d'en oublier. Donc, le professeur Marcel Crest, directeur de recherche émérite au CNRS, comme vous le voyez sur l'écran juste derrière, laboratoire de neurosciences cognitives d'Aix-Marseille Université, responsable d'une équipe au CNRS sur le thème de recherche, la sensibilité cutanée, les mécanismes du toucher, de la douleur, du plaisir, de la perception thermique, le dialogue entre la peau et le cerveau, ça doit nous parler, au shiatsushi que nous sommes. Ancien directeur d'un laboratoire du CNRS à la faculté de médecine sur le terme comment notre cerveau intègre les informations sensorielles, auteur d'un grand nombre de publications internationales, directeur de thèse, bien entendu, d'un certain nombre de thèses, et accessoirement cofondateur d'une marque de produits cosmétiques. Bref, c'est exactement la personne qu'il nous fallait, et je tiens personnellement à le remercier, puis au nom du SPS, d'avoir bien voulu faire cette présentation qui s'intitule « Soigner par le toucher des médecines traditionnelles à la neurobiologie tactile ». Professeur, je vais vous laisser la parole. Pour tout le monde, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de la conversation. Je vais les capter, je vais les noter et on posera les questions après. Si bien entendu, on n'entend plus le professeur si c'est une question de fonctionnement de l'outil. Je vous remercie infiniment, professeur. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. 82 participants. Je suis assez ému. On m'avait dit 40-50. Merci d'être là. Un dimanche à 14 h.
Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous endormir. Je vais essayer au contraire, vous stimuler. Merci à Monsieur Auguste, à Monsieur Laurent pour leur invitation. C'est la première fois que je parle devant une communauté de professionnels du shiatsu. Je vous avoue que j'ai fait de temps en temps cette conférence et que j'ai eu des questions dans le public et de gens qui pratiquaient le shiatsu. Et donc, cela m'a donné envie de communiquer davantage avec vous. Donc, c'est une conférence de scientifiques. Je vais vous expliquer ce qu'est le toucher. Et j'ai essayé d'élargir un petit peu le sujet en partant des médecines traditionnelles pour arriver à ce que l'on fait aujourd'hui et vous expliquer un peu où en sont nos connaissances. Donc, j'ai été très impressionné par le fait de voir que dans la presse, récemment, il y a pas mal d'articles qui concernent le pouvoir du toucher. Ça veut dire que votre discipline que vous pratiquez depuis si longtemps a un écho maintenant dans le tout public et c'est une bonne chose pour vous parce que s'il y a un écho, c'est qu'il y a une efficacité, s'il y a quelque chose à poser. Vous remarquez que l'article du journal du dimanche de 2019 utilise aussi le terme soigné par le toucher. Alors, concernant le shiatsu, moi, je voudrais faire une petite précision. Ça peut être soigné, mais il faut bien Ça sent comprendre. bon. Moi, je vais toujours vous parler de l'approche du shiatsu comme étant une thérapie complémentaire vis-à-vis d'un malade. Mais je crois que très souvent, vous avez affaire à des gens qui sont normalement malades, c'est-à-dire des gens qui sont à peu près en bonne santé et que vous cherchez à équilibrer. Et c'est une mission qui est extrêmement importante. C'est pas forcément la mission que se fixe la médecine occidentale. Et c'est là, probablement, où vous avez un rôle aussi très, très important à jouer. Donc, moi, je vais vous parler des effets Du du CNRS. massage ou du shiatsu dans des thérapies lourdes. Mais gardez bien à l'esprit que j'ai conscience que vous ne pratiquez pas toujours sur des gens qui ont des pathologies lourdes et que votre activité à cet égard est très, très importante aussi. Alors, donc, on va parler, je vais vous présenter un petit peu quelques exemples d'utilisation du toucher dans les médecines traditionnelles. Je vous parlerai un peu de l'aptonomie aussi, quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est la base de la psychologie cognitive concernant le toucher. Et puis, je vais vous faire de la neurobiologie, vous êtes quand même venu pour ça. Je vais vous expliquer le pouvoir des caresses et les découvertes récentes sur les récepteurs de la peau. Et enfin, petit à petit, j'irai vers des pathologies. Qu'est-ce que c'est les maladies du toucher? Vous voyez, il y a des termes techniques un peu compliqués, je vous expliquerai. Et enfin, je terminerai par l'idée, peut-on soigner par le toucher? Alors, les premières apparitions, les premières visions qu'on a de l'utilisation du toucher dans les médecines traditionnelles, c'est en fait dans l'Égypte ancienne. Vous voyez, on est vers moins 2000 en Jésus-Christ, c'est la sixième dynastie. Et sur des fresques qui sont sur des tombeaux de médecins, on trouve des schémas qui montrent des opérations de massage sur la main et sur les pieds. Et les hiéroglyphes, ceux qui disent, j'arrive très bien à lire les hiéroglyphes. Non, mais c'est pas vrai ça. Mais j'ai regardé la traduction. Donc le monsieur que l'on masse dit ne me fais pas mal et le praticien répond je ferai en sorte que tu me remercies. Mais j'espère que ça reste vrai pour vous. Je crois qu'après, la deuxième chose qu'il faut absolument citer, c'est l'utilisation de tout ce qui est massage le long de méridiens dont on va reparler et qui sont présents dans la médecine chinoise. Je vais très vite parce que c'est des choses que vous connaissez par cœur. Rappelez-vous que le premier traité date de 762, le premier traité écrit de médecine chinoise date de 762, mais les savoirs sont beaucoup plus anciens, ils datent à peu près de 5 siècles avant Jésus. Alors, ces fameux points de massage et d'acupuncture dans la médecine chinoise, ils se pratiquent le long de méridiens. Une fois, vous connaissez ça mieux que moi. Mais je voudrais mettre de côté et garder une question extrêmement importante, si vous voulez, pour la discussion, c'est quelle est la réalité de ces méridiens et quelle est la réalité de ces points d'acupuncture. Je n'en reparlerai pas davantage. On pourrait faire une conférence là-dessus, je sais une chose là-dessus, mais je trouve que c'est extrêmement important pour vous, à un moment donné, de creuser la question de savoir qu'est-ce que c'est cette ligne. En fait, si on va sous la peau, est-ce qu'on la voit, cette ligne? Est-ce qu'on voit ces points? Et qu'est-ce qu'un physiologiste comme moi pourrait vous dire sur la réalité de ces lignes et de ces points? Mais je n'en parlerai pas davantage aujourd'hui, sauf pour répondre à vos questions. Bon, vous avez bien sûr remarqué que dans la médecine chinoise, l'idée, c'est qu'il y a une énergie, il y a le qi qui circule le long de ces méridiens et que le rôle de l'intervention, c'est d'équilibrer cette énergie, de la débloquer, de lui permettre de circuler librement, de l'équilibrer. J'ai bien conscience de tout ça. Encore une fois, il faudrait savoir ce qu'un physiologiste comme moi pense de cette énergie. On retrouve aussi ces pratiques dans la médecine ayurvédique, pratiquée en Inde, avec également des pratiques de massage. Et vous voyez que là, on se rapproche de ce que vous faites,
que le masseur agit sur des points de pression répartis le long des trajets de l'énergie vitale pour lui permettre de circuler harmonieusement. Et un point qui est particulier, je n'ai pas retrouvé dans le shiatsu, c'est que souvent dans la médecine ayurvédique, on utilise pour accentuer, pour compléter l'effet de la pression, on utilise des huiles tièdes et ces huiles sont par exemple avec du sésame ou de la moutarde. Vous verrez que tout à l'heure, je vous montrerai qu'il existe dans la peau des récepteurs particuliers à ces produits qui peut être une manière complémentaire d'augmenter l'effet du point de pression avec un produit chimique. Il va aussi activer les fibres nerveuses comme votre pression. Bon, enfin, le shiatsu, je ne vous redis pas ce que c'est, hein, c'est ça par cœur. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, vous recherchez un peu le même effet, c'est-à-dire à équilibrer le trajet de l'énergie et essayer d'apporter, à travers une approche globale, un bien-être à une personne qui vit des déséquilibres dans sa vie normale ou en forcerie dans des pathologies. Donc voilà, tous ces points sont, pardon, toutes ces médecines traditionnelles utilisent le toucher, c'est absolument sûr. Et comment est-ce qu'on peut essayer Ouais, de mais concilier notre approche à non, nous moi, j'ai pas l'habitude de. avec les vôtres? Quand j'entends parler à un acupuncteur ou un monsieur qui fait du shiatsu, il va utiliser des points de pression, il va stimuler des zones particulières. Il va me dire qu'il agit sur l'énergie vitale, sur le chi. Il fait bouger le flux d'énergie le long de ce méridien de manière à trouver un équilibre entre le yin et le yang. Et il pense que ça a un effet bénéfique ou thérapeutique. Moi, je vais dire autre chose. Je vais dire, lorsque vous insérez une aiguille d'acupuncture, vous faites une pression sur la peau, en fait, vous stimulez les fibres du système nerveux, c'est sûr, parce que les points où vous appuyez sont en fait des points où il y a une densité très importante de fibres nerveuses qui remontent de la peau vers le cerveau. Donc, vos points sont des points qui sont extrêmement importants en densité de fibres nerveuses et qui sont assez superficielles. Donc, en fait, en appuyant dessus, vous les stimulez. Vous provoquez donc effectivement un influx nerveux. Vous allez, du fait que vous provoquez un influx nerveux, entraîner la libération de médiateurs au niveau du cerveau. Vous allez activer toute une série de composantes du système nerveux, y compris le système sympathique, mais pas uniquement. Et forcément, vous allez agir sur l'homéostasie. L'homéostasie en physiologie, c'est l'équilibre des fonctions. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'un processus holistique. Donc, vous voyez que finalement, j'arrive assez bien à traduire à travers des termes de physiologie médicale, ce que vous pensez, ce que vous faites en fait quand vous appliquez ces points de pression. Alors, est-ce que concrètement, on peut arriver à faire le lien entre certaines pratiques, là c'est l'acupuncture, entre certaines pratiques et des effets physiologiques? Oui, regardez ici, j'ai pris des exemples de traitement de problèmes physiologiques, comme par exemple les douleurs dorsales, les nausées, qui sont traités par des points d'acupuncture. Et vous voyez qu'à côté, il y a des études scientifiques pour objectiver les effets. Et les effets, ce n'est pas uniquement sur le système sympathique, hein, c'est peut-être des effets sur la circulation, sur l'inflammation. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, activer des terminaisons sensorielles reliées au cerveau, de ce fait activer certaines parties du cerveau. Regardez ici, j'adore celui-là. Quand vous avez des douleurs chroniques, vous pouvez arriver à libérer localement dans la peau des endorphines, à relier, à diminuer la libération de l'hormone du stress, qui est le cortisol. Donc moi, je suis convaincu que par ces approches de pression, de stimulation des points d'acupuncture, vous pouvez avoir des effets physiologiques importants. Alors, comme vous l'a dit M. Auguste, ce qui est important, c'est d'essayer d'objectiver les effets que l'on vient de voir ou les effets que vous supposez exister par des approches de neurobiologie expérimentale. Et ça a été très bien fait pour l'acupuncture depuis effectivement à peu près 25 ans. Est-ce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, moi ma tête, là. J'essaie de me déplacer, mais voilà. Ici, c'est le nombre de publications scientifiques qui sont apparues concernant l'acupuncture. Ici, on est à peu près dans les années 60-70 et on arrive jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a un intérêt qui est croissant, mais vraiment croissant pour ces études scientifiques relatives aux effets de l'acupuncture. Et vous voyez qu'il existe même maintenant des revues qui sont consacrées uniquement à ça. Par exemple, ici, c'est une revue qui traite des effets médicaux de l'acupuncture.
On n'en est pas là pour le shiatsu. Et je pense que c'est une voie qui est importante, c'est-à-dire d'essayer de diminuer la distance entre ce que vous pratiquez traditionnellement depuis des siècles et ce que l'on peut en dire du point de vue des mécanismes. Alors, ces études ont petit à petit amené l'OMS à accepter l'idée que l'acupuncture pouvait être efficace dans au moins 43 maladies et propose à tous les pays d'utiliser l'acupuncture comme traitement thérapeutique principal ou complémentaire. Il y a toujours des questions qui sont en suspens, hein, vous voyez, une question intéressante qui est en suspens, c'est celle que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un méridien et comment ça marche, en fait, la circulation d'énergie le long du méridien? Mais vous voyez ici qu'il y a des revues qui montrent un peu l'ensemble des pathologies dans lesquelles l'acupuncture peut avoir des effets positifs. Donc, il n'est pas du tout illusoire d'essayer de faire ce rapprochement entre vos pratiques et une approche scientifique expérimentale à travers les neurosciences. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le shiatsu? Donc, moi, j'ai étendu aussi mes recherches dans PubMed. PubMed, c'est les publications médicales. C'est un site d'une librairie du National Institute of Health, qui est l'Institut national américain des sciences et biologiques et de la médecine. Et donc, quand vous tapez shiatsu et que vous mettez toutes les langues, y compris l'anglais, en fait, il sort 1737 résultats, ce qui est pas mal, hein? Pas mal. Et vous voyez qu'il n'y avait rien avant 1976 et que la communauté scientifique s'intéresse en fait de plus en plus au shiatsu. Et regardez par exemple cette première conférence, le shiatsu peut-il avoir un effet dans le traitement de douleurs chroniques de bas du dos? Et c'est une étude randomisée, contrôlée. Donc vraiment, il commence à sortir des choses qui sont très intéressantes à analyser. Et j'ai regardé un petit peu en détail ici, 2012-2023. Ça monte bien, hein. Entre 2012 et 2023, c'est-à-dire, on va dire, sur les 10 dernières années, ça fait 1000 publications. Je vous montre celle-là, par exemple. Celle-là, c'est simple aveugle, c'est-à-dire que on compare des gens entre eux et on ne va pas les comparer par rapport à des gens qui n'ont fait rien. C'est dans la fréquence de migraine, l'apparition de migraine, la fréquence de ces migraines. Et on va faire trois groupes. Un groupe qui est traité par un antimigraineux, un groupe qui est traité par un antimigraineux et le shiatsu, et un troisième groupe qui n'est traité que par le shiatsu. Ce qui est intéressant, c'est que le résultat statistique montre que le shiatsu, qu'il soit seul ou en combinaison avec l'antimigraineux, a un effet supérieur à celui de l'antimigraineux seul, pour réduire le nombre et l'importance des crises de migraine. Et aussi, l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a des effets secondaires qui sont tous attribués à l'antimigraineux, mais qui ne sont jamais attribués au shiatsu. Oui, moi, ça, je trouve que c'est très encourageant pour vous et qu'il faut vous dire que peut-être une analyse et une vision de votre pratique à travers ce prisme des neurosciences peut vous rendre ça. Voilà, j'ai fini pour cette présentation des médecines traditionnelles. Un petit mot sur la psychologie cognitive. Il y a un point sur lequel je veux absolument insister, c'est que le toucher, c'est pas simplement la sensation que l'on perçoit lorsque on utilise sa peau pour manipuler des objets ou la douleur, mais c'est aussi un sens qui a une dimension affective. C'est le premier sens à apparaître, le dernier à disparaître. Vous avez ici des images qui illustrent parfaitement que l'enfant ou la personne âgée a besoin d'un contact de peau à peau. Et ce contact de peau à peau, on sait aujourd'hui qu'il est extrêmement important dans le développement cérébral de l'enfant. Ce que vous voyez ici, vous le savez, c'est un exemple typique. Mais lorsqu'on prive un enfant de ce contact peau à peau maternel, ça a des conséquences extrêmement importantes sur son développement psychologique futur. Et ceci a été objectivé par deux psychologues, John Bowlby et surtout Franz Feldman, qui a créé le terme d'aptonomie ou science de l'activité, de l'affectivité, et qui montre que lorsque on crée un contact de peau à peau, non seulement on arrive à relaxer la personne, mais également à lui apporter un bien-être général. Je crois que c'est important, que vous devez prendre ça en compte. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir ces points de pression, le simple fait de pratiquer ces massages, doit probablement aussi déclencher des processus qui sont de l'ordre du domaine de la stimulation affective. Je vais les caricaturer en disant de l'ordre du bien-être procuré par la caresse. Alors, j'ai déjà fait appel plusieurs fois à des notions relatives à
aux différents sens du toucher. Je vais vous expliquer un peu ce dont il s'agit et comment un neurobiologiste voit le toucher. En fait, pour nous, la peau est un organe extrêmement intéressant, extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que c'est un organe sensoriel extrêmement varié. C'est l'organe qui permet de détecter la température froide, chaude. C'est un organe qui permet de détecter et d'éprouver le plaisir. C'est un organe qui vous permet une manipulation avec une dextérité de folie, ce qu'on appelle le toucher haptique ou le toucher précis. C'est également le siège du prurite, qui est le fait de déclencher l'envie de se gratter lorsque vous êtes agressé. Et enfin, c'est le siège de la douleur chimique, de la douleur thermique, que ce soit au froid, au chaud, et de la douleur mécanique. Retenez bien tous ces sens, parce que pour nous, tous ces sens sont variés. C'est-à-dire que pour un physiologiste, le mécanisme de la douleur mécanique n'a rien à voir avec le mécanisme du toucher précis. Ce sont des processus totalement différents. Ce n'est pas les mêmes fibres, ce n'est pas les mêmes récepteurs, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau, ça ne va pas être les mêmes mécanismes. Donc, l'enjeu pour le neuroscientifique qui travaille sur la communication entre la peau et le cerveau, c'est d'expliquer la physiologie de tous ces processus. Il y a toujours quelque chose de commun, ça va un peu vite, toujours quelque chose de commun, c'est que cette transmission de la peau au cerveau se fait en 4 étapes. D'abord, il vous faut un récepteur cutané qui va spécifiquement détecter une stimulation. Le récepteur de la température douloureuse ne doit pas être le même que celui de la température tiède. Sinon, vos sens ne se reconnaîtraient pas. Donc, il doit exister pour nous des fibres nerveuses avec des récepteurs spécifiques de chaque sens. Une fois que ce récepteur est activé, il va y avoir une transmission de l'information le long des fibres nerveuses et c'est le long de cette transmission que vous agissez. Pour moi, lorsque vous agissez, vous appuyez sur des fibres sensorielles et vous provoquez la même chose, un stimulus sensoriel. Alors, vous ne savez pas trop sur quel type de fibre vous agissez, mais en tous les cas, vous déclenchez un influx nerveux le long de ces fibres sensorielles. En général, il y a des intégrations dans des centres nerveux, souvent la moelle épinière, avant que ça remonte au cerveau. Alors, la peau possède énormément de récepteurs. Et j'ai tout le temps entendu, oui, les récepteurs cutanés, on les connaît depuis longtemps, on va prendre celui-là, M. Merkel a décrit au début du XXe siècle des récepteurs de Merkel et tout. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas parce qu'on décrit un récepteur qu'on sait comment il marche. Et là, il y a une énorme confusion, c'est-à-dire qu'on connaît, on peut voir ces récepteurs par microscopie sous la peau, mais on ne sait pas comment ils marchent. Je suis incapable de vous dire quelle est la molécule qui, dans ce récepteur, va transformer une pression en influx nerveux. Qui est-ce qui est capable de ressentir la gravité, la pression? Qui est-ce qui va être capable de ressentir le chaud, le froid? Or, c'est ce que font les neurobiologistes aujourd'hui. On ne décrit pas anatomiquement les récepteurs, on essaie de comprendre comment ils marchent. Et là, il y a eu des progrès depuis le début des années 2000, des progrès extraordinaires. Peut-être qu'une première gamme de progrès, ça a été l'invention de nouvelles méthodes de neuroanatomie pour parfaitement identifier où sont ces fibres dans la peau. Ici, vous voyez un monsieur qui s'appelle David Ginty, qui travaille à la Harvard Medical School à Boston, et qui a imaginé une méthode, vous voyez, pour colorer avec beaucoup de précision ces fibres qui sont celles du toucher, celles-ci qui sont celles de la caresse et de la douleur, et puis les cellules de Merkel. Et cette neuroanatomie très précise nous a permis de considérablement avancer sur la manière dont la peau était organisée. Et elle est organisée comme ça. D'abord, la peau, c'est l'organe le sensoriel le plus innervé de tout le corps. Une densité de fibres absolument hallucinante. La première chose que vous devez retenir, c'est que l'innervation de la peau glabre, c'est-à-dire des mains, des lèvres, de la plante des pieds, est totalement différente de l'innervation de la peau poilue. Et que l'organe qui est le plus important dans la peau poilue, c'est le poil. Il va avoir énormément de c'est bon. fibres sensorielles. C'est bon, je peux continuer, ça va? Oui, Donc, tout va bien, c'est ça. C'est bon. c'est bon, tout le monde me suit? Je peux y aller? Ouais. Le poil, je disais qu'il va avoir énormément de fibres sensorielles. Et ce que l'on va constater, c'est que cette diversité des fibres sensorielles va pour nous servir de support anatomique à la diversité des fonctions que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, ça a été un premier point important. On sait maintenant qu'il y a une diversité suffisante de fibres pour assurer la diversité des fonctions que je vous ai présentées. Alors, on va essayer d'attribuer maintenant des fonctions à certaines fibres. Ici, il y a un monsieur qui travaillait à Londres
et qui, il n'y a pas très longtemps, a identifié des fibres qu'on appelle les fibres cétactiles qui répondent à un stimuli de type caresse. Elles ne provoquent pas de réponse motrice et elles vont dans un endroit très particulier du cerveau. Donc là, j'essaye de vous dire que là, j'ai un premier exemple d'un neuroscientifique qui a pu attribuer à un type de fibre particulier une fonction particulière, celle du plaisir. Ça fait l'objet aujourd'hui d'énormément de travaux et en particulier, il y a une chercheuse à Marseille qui s'appelle Rochelle Ackerley qui travaille sur le fonctionnement de ces fibres et qui essaye de faire le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'importance de ces caresses pour le développement de l'enfant. Et elle a supervisé une série de reportages sur Arte qui s'appelle Le pouvoir des caresses, que je vous invite à regarder. Deuxième type de résultat, c'est un monsieur qui s'appelle David Julius. Voilà, c'est lui, David Julius. Il travaille alors à San Francisco. Et dans la fin des années 2000, je crois que la publication date de 80, je ne vois pas là, 97, 18, 19. À la fin des années 90, il a été le premier à identifier un récepteur qui est capable de détecter les températures chaudes. Et ce récepteur, c'est le récepteur activé par le piment ou capsaïcine. À la suite de la découverte de ce récepteur, on a découvert toute une série de récepteurs qui sont assez proches. Vous voyez, la structure de ces récepteurs est assez voisine. Et ce sont toute une famille de récepteurs qui détectent du froid douloureux jusqu'au chaud douloureux, en passant par le frais et par le tiède. Donc là encore, vous voyez, on arrive à attribuer des bases physiologiques, fonctionnelles, au sens que l'on connaît depuis des années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des produits de la médecine traditionnelle qui agissent sur ces récepteurs. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'est pas anodin d'utiliser de la moutarde dans un massage, c'est absolument pas anodin, ça va vraiment activer certains types de récepteurs au niveau de la peau, donc envoyer des informations vers le cerveau. Alors, donc, je vous ai parlé des caresses, je vous ai parlé de la détection de la température. Je vais vous parler maintenant d'une troisième découverte très importante, qui était la découverte du premier récepteur de la sensibilité mécanique. Un travail qui a été fait par surtout cet étudiant qui s'appelle Bertrand Coste, que j'ai eu la chance de diriger en thèse, qui est parti ensuite faire un postdoc chez ce monsieur. Et il est parti à San Diego, Ardem Patapoutian. Il a mis au point une méthode qui permet d'appuyer sur des neurones sensoriels de manière à déclencher un influx nerveux mécanique et il a identifié quelle était la nature exacte de ces récepteurs. Ça fait l'objet d'articles dans Science, qui, vous savez, est une grande revue scientifique. Il a appelé ces récepteurs piézo. Donc, si je résume, David Julius a trouvé les récepteurs à la température. Ardem Patapoutian avec Bertrand Coste ont trouvé les récepteurs au toucher. Et ces découvertes physiologiques extrêmement importantes ont attiré l'attention de la communauté scientifique qui a donné à ces deux chercheurs, David Julius et Ardem Patapoutian, le prix Nobel de médecine en 2021. Alors, Ardem Patapoutian, qui est un chercheur extraordinaire, d'une gentillesse incroyable, est venu à Marseille et a remercié Bertrand Coste pour les travaux qu'il avait faits sur le toucher. Et là, vous voyez ma tête avec Bertrand Coste le jour où Ardem Patapoutian est venu remettre à Bertrand une copie de sa médaille du prix Nobel de médecine. Moi, je tiens la médaille, mais je suis pour rien. C'est pas moi qui fais les travaux. Alors, si j'essaye de résumer un peu ce que l'on connaît en physiologie, ce que l'on voit, c'est qu'il existe une grande diversité de fonctions. On sait maintenant qu'il existe à côté une grande diversité de fibres. Vous, lorsque vous appuyez, vous ne savez pas trop sur lesquelles vous agissez. Mais dans tous les cas, vous allez en stimuler certaines. Peut-être ça serait intéressant de trouver des types de stimulation ou des lieux de stimulation qui stimulent plus spécifiquement certaines fibres que d'autres. Et ce chercheur qui s'appelle Aziz Mokrich, qui travaille aussi à Marseille, à Lumini à Marseille, a fait une magnifique publication sur la classification moléculaire de ces fibres. Et en gros, a essayé de vous dire pour quelle fibre on connaît bien le récepteur maintenant, pour quelle fibre on ne connaît pas bien le récepteur. Vous voyez que chaque fois qu'il n'y a pas de point d'interrogation, c'est qu'on connaît bien le récepteur. Et je vais m'arrêter sur celui-là. Celui-là, c'est l'enjeu mondial aujourd'hui concernant la sensibilité cutanée. D'où provient la douleur mécanique? La douleur mécanique, bien sûr, c'est la douleur lorsque vous marchez sur une épingle, c'était ma diapo tout à l'heure, mais c'est la douleur permanente de tous les gens qui ont mal aux articulations. Des récepteurs de la douleur mécanique, il y en a partout. Il y en a dans toutes les articulations, dans les tendons, dans les os,
Donc, chaque fois que quelqu'un vient vous voir pour dire soulagez-moi de ma douleur chronique, en fait, la douleur chronique est due à la stimulation de ces récepteurs. Et bien, on est en 2022, on ne sait toujours pas la nature de ce récepteur de la douleur mécanique. De même qu'on ne sait toujours pas la nature du récepteur exact de la caresse. Je vous ai dit qu'on avait identifié les fibres qui portaient cette fonction, mais on ne sait pas quel est le récepteur à l'origine de cette fonction. Vous voyez que pour nous, scientifiques, ce sont encore des enjeux extrêmement importants. Celui-là, le jour où quelqu'un découvre quel est le récepteur de la douleur mécanique, mais c'est une découverte phénoménale, phénoménale. Donc, je résume un peu. Pourquoi est-ce qu'on dit que la peau parle au cerveau? Parce qu'en fait, vous avez compris, la peau contient des récepteurs qui réagissent à certains stimulus et qui envoient des informations via un influx nerveux au cerveau. Ces informations transitent le long de fibres sensorielles sur lesquelles je suis persuadé que vous agissez. Quand vous activez ces fibres, vous provoquez forcément un effet cérébral. Mais la deuxième chose qui est moins connue, c'est qu'en retour, le cerveau peut lui aussi, par une action descendante, venir agir sur la peau, c'est-à-dire provoquer la libération de médiateurs chimiques au niveau de la peau et avoir des effets sur la peau, sur le système immunitaire, sur le système vasculaire. Et donc, moi, je prétends, ça doit être marqué en bas, que le cerveau parle aussi à la peau. Et ça, c'est toute la base physiologique de l'aggravation des pathologies dermatologiques pour des raisons psychosomatiques. Lorsque quelqu'un vient vous voir et vous dit « j'ai fait une poussée de psoriasis parce que j'ai du stress », voilà. Pour nous, probablement, ça marche comme ça. C'est le cerveau qui parle à la peau. Et c'est encore un défi pour nous de comprendre bien comment ça marche. Donc pour moi, le toucher, je vous l'ai dit, ce n'est pas une seule fonction, mais c'en est au moins trois. Le toucher haptique, c'est-à-dire la dextérité. Ça se trouve sur la peau glabre, ça concerne les mains et la plante des pieds. Le toucher affectif, c'est la base de la caresse, du plaisir. Et enfin, le toucher douloureux, c'est cette fameuse perception de la douleur mécanique pour laquelle on ne connaît pas encore grand-chose et que l'on aimerait bien pouvoir décrypter complètement. Voilà, je vais arriver sur la fin. Il me reste 7-8 minutes encore pour cette conférence. Je voulais ici vous donner un certain nombre de termes médicaux qui vous montrent dans quelle pathologie le toucher est impliqué comme étant déficitaire. En fait, il n'existe pas vraiment une maladie de déficit du toucher, comme la cécité est une maladie du déficit de la vision, ou la surdité est une maladie du déficit de l'audition. La perte du toucher va toujours être associée à d'autres pathologies. Par exemple, une perte de la sensibilité est souvent associée à des pathologies comme le diabète qui abîme les terminaisons nerveuses, des compressions nerveuses liées à des accidents de la route, de moto, etc., qui abîment le trajet des fibres nerveuses, ou un accident vasculaire cérébral. Ce qui fait qu'en médecine, en fait, on va toujours s'intéresser à la pathologie principale, et en général, on va oublier que cela a une conséquence sur le toucher. Le toucher apparaît très souvent par rapport à la gravité de la pathologie principale comme accessoire. Allez, pardon. L'allodynie, ce sont des douleurs permanentes. Lorsque vous avez, pour quelque chose qui normalement ne doit pas vous faire mal, une douleur qui est provoquée. Ça peut être une douleur au chaud, au froid. Vous mettez les mains sous l'eau froide et c'est extrêmement douloureux. Parfois, c'est lié à l'injection de toxines par des insectes ou par c'est pas des bactéries, par des ciguatoxines qui sont dans les poissons. Il y a l'astérognosie, la difficulté à reconnaître un objet, et également là, qui est conséquence de pathologies comme des AVC, Alzheimer ou même un vieillissement de manière générale. Les paresthésies, qui sont des fourmillements, des picotements, qui sont généralement dus à des compressions nerveuses, ou bien qui peuvent être la conséquence de certains traitements, en particulier des chimiothérapies cancéreuses. Et puis, vous avez des troubles de la posture. Ça, les troubles de la posture, c'est une réduction des récepteurs tactiles qui sont sur la plante des pieds. La plante des pieds, avec ses récepteurs tactiles, sont extrêmement importants pour l'équilibre et pour la marche. Et en vieillissant, en général, on perd le fonctionnement de ces récepteurs et des équilibres classiques. Alors, est-ce qu'on peut soigner par le toucher? Alors, pour les 5 dernières minutes, je vais vous montrer que oui,
En fait, je voudrais vous dire qu'il existe aujourd'hui beaucoup de publications scientifiques qui montrent que si on prend les manipulations du toucher comme des thérapies complémentaires, on peut avoir des effets dans des situations cliniques extrêmement graves. Par exemple, cette publication qui a été faite à la Mayo Clinic montre tous les bénéfices que l'on peut tirer du massage thérapeutique depuis une décennie. Et ces bénéfices sont extrêmement nombreux et variés. Je vous donne quelques exemples. Voilà. Dans les douleurs issues du traitement d'un cancer ou post-cancer, le massage thérapeutique réduit de manière importante les syndromes douloureux. Ça permet de diminuer la fréquence et la dose des antalgiques que l'on consomme. Également, vous voyez que dans une chirurgie qui n'est pas anodine, hein, c'est une chirurgie colorectale, ça va réduire la douleur, l'anxiété, ça va permettre de relaxer et de diminuer la tension chez les patients après l'intervention. Là, je crois qu'il y a aussi, il faut que je déplace ma tête, là, je me vois. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Le massage peut réduire l'anxiété chez des enfants et des adolescents qui sont traités pour des crises d'angoisse ou des syndromes anxieux chroniques. Puis aussi, un exemple qui est assez extraordinaire, c'est cette dame dont je vous parlais tout petit peu après, Mélanie Fields, qui a pratiqué le massage chez des prématurés et on observe un gain de poids, une diminution de l'agitation, des pleurs, une stabilisation de la température, une diminution du stress, une augmentation des médiateurs associés plutôt au bien-être comme la sérotonine ou la dopamine. Moi, je trouvais que cette femme était extraordinaire. Elle a écrit un livre qui est là, que je vous invite à lire. Et j'ai été impressionné de voir les effets qu'elle obtient chez des tout petits enfants, chez des prématurés ou chez des bébés. Donc oui, moi je suis convaincu que vos pratiques sont des compléments thérapeutiques extrêmement importants. Et si je rajoute ça au fait que vous pouvez, j'en suis convaincu, améliorer l'équilibre de personnes qui sont en dehors de pathologies graves, vous comprendrez tout l'intérêt que je porte à votre discipline. Alors, qu'est-ce que nous biologistes, qu'est-ce que l'on retient comme mode d'action? Mais on en retient énormément. Il peut y avoir des effets sur le système immunitaire, il peut y avoir des effets sur le cerveau avec la libération de sérotonine, d'ocytocine, qui, vous savez, sont des hormones, on dit du bien-être, anti-stress. On peut activer certaines parties du système nerveux, le système limbique, ça c'est pour la partie affective. On peut libérer de la substance P pour diminuer, on peut réduire la substance P, qui est un neurotransmetteur important de la douleur. On peut avoir un effet sur la circulation, le drainage de la fatigue dans les articulations. On peut bien sûr faire ce qu'on appelle une détoxification, c'est-à-dire libérer les molécules accumulées pendant un effort intense. Et puis, on peut agir, ça a été souligné tout à l'heure, sur le système sympathique. Mais vous voyez que pour moi, les effets ne se limitent pas au système sympathique. Ils sont beaucoup plus larges. Je crois que j'ai à peu près terminé. Je voudrais juste vous dire un petit mot. Dans les publications que j'ai regardées, je n'ai pas très bien fait la différence entre le shiatsu et l'acupressure en anglais. Et il me semble que les publications, elles, disaient que ce n'étaient pas tout à fait les mêmes pratiques. Et dans les 1780 publications que j'ai recensées, il y avait à la fois des pratiques de shiatsu et d'acupressure. Donc peut-être vous pourrez mieux que moi m'expliquer les différences entre ces deux pratiques. Voilà mes conclusions. Le toucher est un sens extraordinaire qui me passionne et que je trouve mal connu, mais extrêmement intéressant à étudier. C'est un sens qui est associé à des fonctions multiples. La manipulation, la reconnaissance des objets, la dextérité, c'est extraordinaire ce que nous pouvons faire. Ça permet la posture, l'équilibre, le plaisir, le bien-être, l'équilibre social, parce que la relation affective est corrélée à l'équilibre social. Le maintien de notre intégrité, parce que la nociception va vous avertir lorsque votre intégrité est mise en danger. Je suis persuadé que l'acupuncture, l'acupression, le shiatsu, le massage ayurvédique sont des thérapies complémentaires à part entière et qu'il faut les inclure dans les protocoles de soins.
Et le toucher peut nous aider à soigner des pathologies graves, en particulier des douleurs chroniques, des suites chirurgicales, des conséquences du cancer, pas le cancer lui-même, des états d'anxiété, de dépression et aider le développement des enfants prématurés. Voilà, j'espère que je vous ai apporté d'informations. Ces 40 minutes vous ont été agréables. Je remercie à nouveau Frédéric Auguste parce qu'il m'a accompagné dans la préparation de cette conférence. Et je le remercie pour la richesse de ses idées et ses suggestions tout au long de nos débats. Je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup. Un grand merci, professeur, pour cette présentation qui a été très très claire, je pense. Le fil de la conversation, il y a quelques questions, il y a quelques points qui sont extrêmement intéressants. Il y a beaucoup de remerciements. Remerciements pour la présentation, remerciements pour la clarté de la présentation. Donc bravo, je pense que vous avez su nous toucher avec vos mots et avec votre spécialité, qui n'est pas la nôtre. Après, on peut regarder, c'est comme, je peux me faire le porte-parole des gens qui ont posé des questions et que les personnes puissent intervenir. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'échanges sur, vous parlez de la peau. Le shiatsu, on touche la peau, mais à travers des vêtements. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux toucher directement la peau? Et pour aller plus loin, la conversation s'est enrichie. À un moment, la question est arrivée, oui, mais alors, quelque part, l'acupuncture, on ne touche pas la surface de la peau, on va quelque part dedans. Et du coup, est-ce que le shiatsu serait plus efficace que l'acupuncture? En fait, la question sous-jacente, c'est on a quelque part les mêmes bases de médecine chinoise. Or, l'acupuncture ne travaille pas sur la surface de la peau, mais va dedans. Et pourtant, c'est les mêmes points. Donc là, il y a une vraie question sur qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça. L'acupuncture, ils sont en avance sur nous, on peut s'en inspirer, on peut essayer de faire la même chose, peut-être, hein, ou pas. Et du coup, est-ce que les mécanismes peuvent être les mêmes dans la mesure où on ne s'adresse pas à la même partie, en fait? Alors, lorsque vous introduisez une aiguille d'acupuncture, vous allez chercher un petit paquet de fibres nerveuses sensorielles qui cheminent sous la peau et vous allez essayer de les stimuler. C'est-à-dire que c'est une intervention sur le trajet d'une fibre qui vient d'ailleurs, de manière à stimuler cette fibre sans toucher l'organe en question. On va faire schématique. Si vous stimulez sur un point d'acupuncture des fibres qui viennent du foie, du pied, vous allez provoquer les mêmes effets que si vous agissiez sur le foie et sur le pied. Mais pourtant, vous ne touchez ni le foie ni le pied. Donc, l'important, c'est de savoir où sont sur le trajet de ces fibres nerveuses sensitives, où sont les points qui viennent de tel et tel organe et comment est-ce qu'on peut les atteindre. C'est à quel moment elles sont suffisamment superficielles pour qu'on puisse les atteindre. À l'inverse, lorsque vous touchez la peau directement, vous touchez les fibres nerveuses qui sont sous la surface que vous touchez. À ce moment-là, vous ne touchez pas une fibre qui vient d'ailleurs. Donc, je dirais que tout dépend quel est votre objectif. Si votre objectif, c'est de stimuler des fibres qui sont à la base de l'omoplate, touchez la base de l'omoplate sur la peau. Et si votre objectif, c'est d'aller toucher des fibres qui sont en profondeur, qui passent sous l'omoplate et qu'elles viennent du pied, vous n'avez pas besoin de mettre la main sur la peau. C'est clair, merci. J'attrape au passage quelques commentaires. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est une personne a dit c'est passionnant et encourageant, on en veut plus. Donc je pense que là on est en train de signer pour une suite qui était un petit peu envisagée. Une question, ou plutôt un commentaire, une question d'Anna. Auprès de qui portez-vous ces constatations? Ça serait très intéressant de le partager, partager avec le ministère de la Santé. On va peut-être avancer un petit peu avant, mais quelque part c'est l'objectif à terme qu'on se fixe, c'est d'apporter suffisamment d'objectivation au shiatsu pour pouvoir le porter. Alors, mon rôle, vous savez, quand il y a marqué directeur de recherche émérite, ça veut dire que vous êtes à la retraite. Donc, le jour où vous êtes à la retraite, vous avez moins de poids institutionnel que quand vous dirigez un laboratoire de recherche à la fac de médecine. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est de faire des conférences publiques. Si vous tapez mon nom sur YouTube, vous verrez, j'en fais d'autres sur d'autres sujets. La dernière que j'ai faite, elle est complètement différente, mais elle m'a beaucoup plu. C'est pourquoi votre cerveau est-il créatif et comment travaille le cerveau d'un artiste. Donc, mon but, c'est d'essayer de prendre des choses complexes et de les rendre accessibles à tout le monde. C'est pas forcément d'aller voir un ministre ou en plus, vous avez moins de légitimité quand vous êtes juste retraité que quand vous êtes en fonction de quelque chose.
Donc, ma mission, c'est de décrypter des choses compliquées et de vous aider à les comprendre. Euh, Ça me plaît, hein. Surtout, j'adore les échanges avec des personnes de cultures différentes. C'est une des particularités quand vous avez un peu du temps. Vous n'êtes pas obligé de rendre quelque chose dans un domaine précis pour lequel vous avez une mission. Vous avez le droit de glaner à droite à gauche sur des cultures différentes et de vous enrichir vous-même. Donc, je suis plutôt dans cette optique-là. Très clair. Une question qui vient juste de surgir, qui peut ouvrir le débat aussi sur notre point. Une personne, Isabelle, a constaté que certains de ses clients lui disaient avoir ressenti comme des décharges électriques à distance des points sollicités par la pression. D'accord. Alors ça, c'est un point aussi qui est intéressant à discuter. Pourquoi quand vous appuyez sur une fibre nerveuse, vous provoquez un influx nerveux? Alors d'abord, je réponds précisément à la question. Quand vous appuyez au milieu d'une fibre nerveuse, si vous déclenchez un influx nerveux, il part dans les deux sens. Donc, il monte vers le cerveau autant qu'il descend vers l'organe d'où vient cette fibre. Donc, si la fibre que vous avez stimulée vient du pied, la personne peut ressentir quelque chose au niveau du pied. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est d'abord, ça me paraît vraiment, mais il faudrait que je vois ça, il faut vraiment que j'essaye. Comment simplement avec une pression de la main, vous arrivez à générer un influx nerveux sensoriel. Alors que d'habitude, il faut un récepteur ultra spécialisé, ce que je vous ai montré. J'arrive mieux à le comprendre avec une aiguille d'acupuncture parce qu'elle pénètre et elle est métallique, donc il est plus vraisemblable qu'elle peut stimuler une fibre nerveuse et déclencher ce qu'on appelle un potentiel d'action. Mais vous, avec la pression des doigts, vous y arrivez. Ça me, ça me botte. En tous les cas, si vous y arrivez, c'est normal que le flux nerveux parte dans les deux sens. Et je suis persuadé que la manipulation doit être extrêmement précise pour qu'elle soit efficace. Parce que ce n'est pas évident de déclencher un influx nerveux sur le trajet d'une fibre. Donc, moi, je suis persuadé que tout le monde ne peut pas, avec un petit apprentissage comme ça, faire les choses de manière très efficace. Une autre réponse, plutôt une suggestion, c'est quand vous aurez reçu quelques séances Ouais, vous-même, on peut-être en reparlera. que nous pourrons Je serai très attentif. en reparler. Il y a eu une question sur, attendez, je reprends, est-ce que l'effet serait plutôt sur le système nerveux sympathique ou parasympathique? Alors, là aussi, il y a un double problème. C'est que dans le cheminement des fibres nerveuses, cheminent parallèle les fibres médulaires, c'est celles qui viennent de la peau, et les fibres sympathiques qui viennent des récepteurs, on va dire plutôt viscéraux. Euh, Si vous avez des effets sur le système nerveux sympathique, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur vos nœuds de fibres, vous stimulez non seulement des fibres médulaires, sensorielles, cutanées, mais également des fibres sympathiques. Alors, il y a un mécanisme un peu particulier qu'on appelle le réflexe d'Axon, qui est quelque chose pour lequel il n'y a aucune preuve, hein, mais qui dit que lorsque vous déclenchez une stimulation dans une fibre, cela peut avoir des effets sur la fibre d'à côté. Un peu une espèce de stimulation jointe, vous voyez, vous stimulez celle-là, mais celle-là à côté qui est sympathique, finalement, vous finissez aussi par la stimuler. Donc, il faudrait savoir ça. Mais ce que je pense, c'est plutôt que, moi, je pense que vous stimulez des fibres cutanées, ça monte au cerveau, et qu'en retour, ça a des effets sur le système sympathique. Mais j'ai beaucoup de mal à croire que vous stimulez des fibres du système nerveux sympathique, des fibres sensorielles du système nerveux sympathique. Donc, encore une fois, j'ai essayé de vous lister tous les effets potentiels. Il peut y avoir en retour, mais après avoir une activation cérébrale, il peut y avoir en retour du cerveau un effet sur le système sympathique. C'est plutôt comme ça que je le vois. Et quand je dis le système sympathique, c'est pour moi autant le système orthosympathique que parasympathique. Évidemment, comme les deux ont un effet antagoniste, je vais peut-être être un peu, c'est hypothétique là, ce que je vais vous dire, un peu provocateur. Comme les deux ont un effet antagoniste, c'est facile pour vous de le rattacher au yin et au yang, de dire ouais, je fais une balance, c'est une balance sur le système sympathique. Je ne sais pas du tout si c'est ça. Et je ne sais pas du tout si c'est ça le bon. Si je peux me permettre quelques petites observations
après vous avoir remercié infiniment parce que franchement, pour nous, c'est très éclairant. Juste quelques petites précisions. Alors, sur les recherches, hein, puisque nous, on s'est évidemment, au niveau du syndicat, on s'est intéressé d'un petit peu plus près aux recherches spécifiquement shiatsu, parce qu'effectivement, c'est un peu noyé dans la masse de l'acupression. Il y a beaucoup plus d'études qui portent sur l'acupression que sur le shiatsu. Alors, sur le shiatsu en lui-même, des études scientifiques, hein, et pas seulement des publications, je veux dire des études scientifiques, il y en a une petite vingtaine, on peut dire. La différence justement entre shiatsu et acupression, c'est que l'acupression, en fait, elle se concentre sur les points, hein. Il s'agit de travailler les points d'acupuncture. Le shiatsu, c'est un petit peu plus compliqué puisque si on reprend par exemple le style Namikoshi, il y a plusieurs styles, hein, en shiatsu. Donc là, il s'agit de traiter un ensemble de points, des lignes de points en fait, et pas seulement des points d'acupuncture, hein. Donc c'est une des différences. Et donc encore une fois, sur la partie shiatsu, donc nous, on a répertorié vraiment 20 études scientifiques. Des publications, il y en a un petit peu plus, mais des études scientifiques dont un certain nombre sont randomisés, il y en a une vingtaine. Donc, ce qui est très peu, effectivement, par rapport à la masse d'études qui ont été publiées sur l'acupressure. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, l'acupuncture s'intéresse beaucoup à vos travaux, pas spécialement aux vôtres, professeurs, mais à ceux qui travaillent sur le toucher. Et il y a effectivement un certain nombre d'écoles aujourd'hui au niveau de l'acupuncture, la médecine chinoise qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe quand on pique une aiguille, mais au sens de ce que vous avez décrit, hein, de la mécanotransduction, etc., hein, et en particulier, donc, il y a Madame, le professeur Langevin qui travaille aux États-Unis, qui est très en pointe là-dessus, ou Lundberg, un Suédois, qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Donc ça, c'était le petit aparté. Et puis après, évidemment, bah, moi, je ne pourrais que vous remercier de nous permettre de faire des liens. En fait, le syndicat, il travaille depuis sa naissance à essayer de faire des liens et des ponts entre la médecine occidentale et les approches les plus modernes, hein, ce que vous venez de présenter. Et puis, évidemment, les leçons de l'énergétique, c'est-à-dire ce que concrètement, nous, on ressent, ce qu'on perçoit. On avait bien ces intuitions-là de ce qui se passait au niveau de la peau et au niveau du toucher, mais évidemment, on n'avait pas vos explications. Et c'est vraiment, là, c'est vraiment une perspective très, très intéressante pour nous parce que, oui, c'est vrai, le shiatsu, c'est une technique très particulière. Ce n'est pas une technique à proprement parler de médecine chinoise, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, le toucher entre en ligne de compte. Et donc, c'est pour ça, il nous manque un certain nombre d'éléments et dont vous nous avez apporté beaucoup de précision, hein. Donc, encore une fois, merci. Alors, je ne sais pas, Fred, si tu voulais encore, il nous reste facilement 5 minutes. Donc, s'il y a d'autres questions, en tout cas, merci beaucoup, professeur. Merci Jacques pour ton intervention. Il y a une question que tout le monde se pose et qui a été posée une seule fois. C'est la question qui fait toujours plaisir. C'est comment définissez-vous l'énergie dans le corps et les méridiens? C'est une vieille question, le chi, le ki, appelez ça comme vous voulez. Professeur, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter ou est-ce que c'est l'objet d'un travail entier? Alors, ma perception, c'est que l'élément fondateur de cette énergie, c'est l'influx nerveux. L'élément qui ressemble plus à ce que l'on considère comme étant le chi, c'est le fonctionnement du corps humain dans sa globalité. Je ne pense pas que l'on puisse enregistrer un autre élément élémentaire d'un point de vue électrique, hein, c'est-à-dire c'est une manifestation, c'est pas un courant électrique, hein, le nerveux, c'est un courant chimique. Donc on ne peut pas enregistrer d'autres manifestations électriques d'origine. Alors quand je dis électrique, ça veut dire qu'on peut l'enregistrer avec des appareils qui mesurent des variations de potentiel. Donc pour moi, il n'y a rien d'autre que l'influx nerveux. Mais le fait qu'il y ait un élément de base qui soit l'influx nerveux ne juge pas de la complexité de l'ensemble du système.
Moi, je suis extrêmement humble devant la complexité du système dans sa totalité, du système nerveux, de ce que déclenche une information sensorielle qui arrive dans le cerveau. Vous savez, quand j'ai commencé à faire de la recherche, au début de ma vie, j'étais enseignant dans le secondaire. J'ai voulu faire de la recherche parce que je trouvais que j'enseignais des choses que je ne comprenais pas, ou pas bien. Et j'avais l'illusion qu'en faisant de la recherche, les choses seraient plus simples. Mais ce que j'ai appris, c'est que la biologie est tellement complexe. Plus vous ouvrez des portes dans lesquelles vous voyez des choses compliquées, plus les choses sont compliquées. Et c'est extrêmement dur d'avoir une vision holistique de cette complexité. Donc, je dirais que je reste très, très modeste. Je n'arrive pas à mettre en jeu autre chose qu'un degré incroyable de complexité qu'on n'arrive pas encore à appréhender dans sa totalité. Mais je maintiens que pour moi, l'élément de base, c'est juste un accoudoir. Un grand merci, professeur. Je pense nous arrivons à la fin de l'heure qui nous était impartie. Je vais rajouter dans le fil de la conversation, pour ceux qui sont intéressés, j'ai vu quelques propositions d'une personne dont le nom par mail, c'est Renard37, donc je ne sais pas qui c'est, mais qui propose de fournir des sources, d'apporter des compléments d'information. Donc je vais me permettre de mettre mon nom et mes coordonnées dans le fil de la conversation pour ceux qui seraient intéressés par contribuer aux suites. Les suites, il faut les monter. Nous allons travailler avec le professeur, comme vous avez compris. Et donc, à votre entière disposition. Voilà. En ce qui me concerne, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un mot de conclusion, mais moi, ça sera un immense merci à vous, professeur. On en reparle. Ça verra encore. Ça, c'est bloqué. Vous nous entendez? Vous m'entendez? Je vous entends, mais me voix fixe. Ah, bon. De toute façon, nous arrivons à la fin de l'heure et c'était surtout pour vous remercier. Et, excusez-moi, oui. je peux poser une question en vrai parce que je suis à partir d'un téléphone et donc Bien sûr, le bien sûr. clavier, c'est pas possible. Voilà, je suis Pierre Amator. Ça fait maintenant 4-5 ans que je travaille avec un appareil qui s'appelle ANI, qui est un monitoring pour calculer en temps presque réel la balance sympatho-vagale. Et en fait, la variation des pressions qu'on va faire, la fréquence des pressions qu'on fait sur le corps montre que cette balance sympatho-vagale est plutôt dans le sympathique ou plutôt dans le parasympathique. Et donc, on a une action directe sur cette balance-là. Et quand on sait tout ce qu'elle peut gérer, est-ce qu'on ne saurait pas, bon, on est forcément sur des fibres nerveuses, mais est-ce qu'on ne serait pas non plus sur autre chose du type, là, les récentes découvertes avec les fascias, et notamment, je pense à un article. Alors, je suis désolé, je suis dans les transports, donc je n'ai pas les documents avec moi, mais un article qui montre que lorsqu'on fait une pression perpendiculaire sur un tissu conjonctif, il y a un type de liquide qui s'évacue perpendiculairement à cette pression dans le tissu conjonctif, et ce liquide, on ne sait pas trop ce que c'est encore. Voilà. J'avais fait une conférence sur les fascias pour le SPS et dans la conférence, il y a les références de tous les articles. Allô, vous m'entendez là? Oui. Oui. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que, alors je parle du shiatsu et du toucher, est-ce que vous ne pensez pas que justement l'action sur le... Alors, je crois que vous avez répondu parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas que ça, mais donc sans stimuler directement les fibres nerveuses, en tout cas en stimulant la peau et ce réseau de fascia, est-ce qu'on n'a pas une action réellement sur cette balance-là, quoi? Alors, Puisqu'on... ma réponse, c'est d'abord, je ne sais pas, parce qu'en gros, ce que vous posez, ce sont les bases d'une expérimentation. C'est une question, c'est typiquement une question scientifique précise pour laquelle il faut faire une étude pour répondre. Mais moi, quand j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait d'autres mécanismes, c'est pour ouvrir votre champ de réflexion. Parce que je trouve que c'est trop pauvre si chaque fois vous vous référez à une balance
sympathique. Et la deuxième chose, c'est le fait que vous observiez une réaction n'est pas causal. C'est pas parce que vous voyez cette réaction que cette réaction est déclenchée par ce que vous faites. Elle peut être la conséquence d'autre chose. C'est ce que je vous ai retenu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais disons. Pierre, je suis désolé, c'est passionnant, mais là, tu vois, on va être obligé de s'arrêter. Et merci en tout cas d'avoir effectivement évoqué ces études. On en a fait d'autres avec d'autres appareils, effectivement. Mais on va être obligé de s'arrêter en remerciant à nouveau beaucoup le professeur Crest.